Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Alors, chers membres de la communauté hellénique de Paris et des environs, chers amis, chaque année, nous avions pris l'habitude de nous réunir à la Maison de la Grèce pour célébrer la journée de la femme, ou plutôt la lutte en faveur de ses droits. Cette commémoration très importante à nos yeux a été instituée en 1977 par les Nations Unies comme Journée des Nations Unies pour le droit de la femme et de la paix internationale. Je suis obligée de temps en temps d'arrêter vos micros parce que toutes les nouvelles personnes qui se branchent, leur micro est actif. Donc voilà, de temps en temps, je vais m'interrompre pour faire ça. Ou peut-être un de mes co-hôtes peut le faire. Alors, comme je viens de vous le dire, la communauté hellénique n'a jamais manqué de célébrer la Journée internationale des femmes. Ainsi, dans le passé, nous avons consacré cette journée à Melina Mercouri, Melpo Axioti ou Maria Callas. Dernièrement, nous avons invité l'ambassadrice de Grèce en France, Madame Aïgi Balta, et la gynécologue et eurodéputée Chryssa Zacharopoulou, qui nous ont conté leurs expériences de femmes au sein de leur famille, mais également à travers le monde qu'elles parcourent pour leur métier. Nous avons aussi honoré la femme grecque de la diaspora, la femme de la deuxième et de la troisième génération, ou la femme grecque fraîchement arrivée à Paris, seule ou en famille. Son combat pour concilier vie professionnelle et vie familiale, les obstacles qu'elle rencontre en tant que femme, mais aussi en tant que femme étrangère. Son inlassable combat pour dispenser éducation et culture grecque à ses enfants, pour transmettre les valeurs grecques tout en facilitant l'intégration des enfants dans la France d'aujourd'hui. Les années précédentes, la célébration était très festive, avec un concert de musique grecque et une occasion pour nous toutes de se retrouver autour d'un verre dans le salon de la Maison de la Grèce. Cette année, nous devons nous adapter aux restrictions imposées par la pandémie. Je voudrais ici m'attarder un peu sur notre situation en tant que femme pendant cette période difficile qui a été un miroir grossissant des inégalités criantes. Selon le secrétaire général des Nations Unies, au niveau mondial, l'épidémie a touché fortement les femmes. Leur niveau de vie a baissé, leur exposition au virus est plus forte, leur quantité de travail domestique a augmenté, tout comme les violences conjugales dont elles sont victimes. Pendant toute cette période, une femme sur 3 a vu son activité professionnelle s'arrêter. Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que de nombreuses femmes ont été en première ligne pour soigner les malades dans les hôpitaux, mais aussi pour prendre soin des personnes âgées dans les EHPAD. Elles ont été aussi très présentes comme caissières dans les supermarchés ou dans les magasins de détail en contact direct avec le public. Néanmoins, il s'agit de métiers fréquemment sous-évalués, voire infériorisés et occupés souvent par des travailleuses précaires qui précisément ont assuré en cette période de pandémie de nombreuses fonctions prioritaires. Ces professions, majoritairement féminines, se caractérisent par des niveaux de salaire bas et une faible reconnaissance de la société à leur égard. Cette année donc, c'est la première fois que nous célébrons la journée des droits de la femme par visioconférence. Si nous perdons en convivialité, cela a au moins l'avantage de nous ouvrir vers un public moins parisien. Nos conférences peuvent ainsi être suivies par des amis qui vivent dans les 4 coins du monde. Nous nous en réjouissons. Je remercie tous ceux qui nous honorent de leur présence ce soir. Je dirai plus tard leur nom s'il y a des officiels que je dois nommer. Je sais que le président de la communauté chypriote est dès le départ avec nous, M. Evagoras Mafromatis, et je l'en remercie. Mais je tiens en ce jour si particulier à saluer les femmes qui œuvrent au sein du Conseil et de la communauté, élues ou bénévoles, à la pérennité de l'hellénisme dans la diaspora, travaillant sans relâche au service des Grecs de Paris et des Philhellènes. Sans leurs efforts, notre communauté, et notamment la Maison de la Grèce, n'aurait pas connu au cours des dernières années un essor aussi important, la faisant connaître comme un centre très dynamique des Grecs vivant en dehors de la Grèce. Grâce à l'organisation de très nombreuses manifestations, et malgré la pandémie,
nous continuons à créer une dynamique qui maintient vivant la culture et la langue grecque. Cette année, de manière exceptionnelle, nous avons voulu associer à cette rencontre avec vous tous nos amis qui ne comprennent pas facilement la langue grecque. Nous avons donc outrepassé nos principes et nous avons opté pour une conférence en français. Notre invitée aujourd'hui est Efi Papavassilopoulos, une femme talentueuse qui est psychiatre, psychanalyste et écrivaine. Riche de sa science, elle va nous conter la femme à travers notre mythologie et l'analyse qu'elle en fait est placée sous le prisme de la psychanalyse. Je ne vais pas faire son portrait moi-même. Je vais donner la parole à Marie Roblin, responsable de la commission culturelle de la communauté hellénique, qui est, de par sa profession, également traductrice littéraire, qui va nous faire une présentation très complète. Je souhaite une agréable soirée à vous toutes et à vous tous. Je vous demande de garder vos micros fermés jusqu'à la fin. Vous aurez le droit de l'ouvrir quand le moment sera venu pour les questions et les réponses. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à Marie Roblin. Marie, c'est à toi. C'est parfait. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher Efi Papavassilopoulos. Je suis à la fois émue et très heureuse de vous retrouver, même virtuellement, à l'occasion de cette date symbolique qui, l'an dernier, quasiment jour pour jour, nous a permis de nous réunir physiquement. Il paraît qu'on dit aujourd'hui en présentiel à la Maison de la Grèce, pour célébrer un événement de même nature consacré à la Journée internationale des droits des femmes qui se tient officiellement donc cette année le lundi 8 mars. Notre invitée du jour est née à Athènes. Elle y a fait ses études de médecine, se spécialisant ensuite en psychiatrie à l'université de Jussieu, Paris 7. Elle a poursuivi sa carrière en France jusqu'à devenir psychiatre des hôpitaux, praticien hospitalier. Efi Papavassilopoulos possède également une formation de psychanalyste. Elle a publié des articles scientifiques dans des revues de sa discipline et elle est intervenue dans divers congrès. Elle a fait partie de sociétés savantes comme Art et Thérapie, sans compter que le docteur Efi Papavassilopoulos a publié 4 livres qui sont par ordre chronologique de parution: La fonction maternelle et sa relation initiale avec l'ordre et le nous, Ulysse, son identité à travers les femmes, le héros, le monstre, la mort, et La guerre de Troie et l'inconscient grec, le rôle des femmes. Elle vient de mettre la dernière main à son 5e ouvrage. Sa réflexion est influencée par les travaux de Freud et de Lacan, ainsi que par la lecture d'Aristote, de Platon et de Heidegger. Elle bénéficie aujourd'hui d'une retraite bien méritée. Comme vous le comprendrez aisément au fil de son intervention, ce n'est guère un fait du hasard si son premier livre a été dédié à la primauté de la fonction maternelle dans la relation initiale avec l'ordre et le nous. Tout en découle. Chaque figure de femme évoquée par la suite, épouse, maîtresse, sorcière ou déesse, séductrice enfin, est à sa façon une mère symbolique qui conduit son enfant, réel ou symbolique, à la rencontre de l'ordre, de l'esprit et de l'intellect, du nous en somme. Elle a placé en exergue à son livre une de ses citations favorites, prise chez Parménide. Torar αυτό esti noin tekeine, c'est-à-dire
saisir et être sont la même chose. Elle y ajoute cet autre d'Aristote, ton leiete polachos, l'être s'entend de plusieurs manières. Ce sont là des premiers jalons pour la compréhension de ce qui va suivre. En appliquant ce soir sa réflexion au mythe fondateur grec, Effie Papavassilopoulos cheminera à travers de hauts faits culturels riches en exploits et en figures emblématiques, telles celles du héros, Ulysse constituant dans ce panorama un personnage à part, et tout cela à côté de la mère symbolique et des personnages légendaires ou mythiques, figures de femmes solaires, épouses ou séductrices, sorcières, reines, prêtresses, qui suscitent crainte et admiration, le plus souvent pour la puissance et l'ingéniosité de leur esprit et pour la multiplicité de leurs talents. Dans la mythologie grecque, les femmes tiennent souvent de tout premiers rôles, chargés qu'ils sont alors des significations les plus profondes. Et puisque nous sommes au cœur du mythe, notre invitée d'aujourd'hui, telle une Ariane des temps modernes, dévidera son fil rouge, non pas pour nous aider à sortir d'un quelconque labyrinthe, quoique sait-on jamais, mais pour bien marquer les contours symboliques de ces archétypes féminins omniprésents à côté de chaque héros, chaque événement et jusqu'au sommet de l'Olympe. Et bien entendu, pour attirer spécialement notre attention sur leur importance. Nous comprendrons ici, dans l'approche et le parcours de chaque univers, que, variant de l'une à l'autre, chaque figure féminine mythique, symbole à part entière, possède un éclat d'unicité, une multitude de caractéristiques propres. Cependant, des fils quasiment invisibles tissent un réseau de correspondance les reliant entre elles, tout d'abord, puis étendant leur influence mythique sur des femmes de tous les temps. Quant à celles d'aujourd'hui, fouillant du regard dans les éclats des miroirs anciens, elles y découvrent indéfiniment les fragments même de leur propre image. Elles seraient bien inspirées, les femmes d'aujourd'hui, de s'emparer de ces forces fantastiques pour renverser les solides bastions qui protègent encore la nation masculine dans les sociétés grecques et françaises d'aujourd'hui. Ne nous voilons pas la face, inutile de nous récrier. Aurait-on besoin de nous réunir, fût-ce à distance, pour célébrer cette journée si tous les remparts avaient été abattus? Au rebours d'autrefois, les femmes n'ont plus à compter sur le chant des poètes pour restituer leurs prouesses. Désormais, c'est sur elles-mêmes qu'elles doivent s'appuyer, c'est à elles de donner de la voix pour se défendre à ciel ouvert, faire entendre leur juste cause, ne plus être réduite à la portion congrue dans la distribution des places et des honneurs. Ce que les femmes réclament, c'est simplement d'être traitées en homme, si je puis dire. Bref, ce dont il s'agit pour le bien de la société dans son ensemble, c'est de faire respecter en tout lieu les principes d'égalité si glorieusement inscrits au fronton de tous les États démocratiques dignes de ce nom. Et je le rappelle solennellement aujourd'hui, surtout dans la perspective où vont s'inscrire les propos qui vont suivre, les femmes d'exception ne doivent plus servir d'alibi pour continuer à amoindrir le rôle de toutes les autres.
Je vous remercie. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που με υπομείνατε et je cède la parole sans plus attendre à Effie Papavassilopoulos. Bonjour, merci à tous de votre présence. Je voudrais exprimer des remerciements particuliers à la communauté hellénique qui m'a fait l'honneur de m'inviter à cette manifestation importante et symbolique. Je vous parlerai du rôle éminent de la femme dans les mythes grecs fondateurs, de la guerre de Troie qui a été déclenchée par l'enlèvement d'Hélène, des héros, Hercule, Thésée et Persée, qui construisent leurs identités légendaires autour de leur mère, d'Ulysse, qui forge sa réputation de sage au fil de ses rencontres avec les déesses, et je conclurai plus globalement sur l'importance de la fonction symbolique maternelle. On commence par la guerre de Troie. La guerre de Troie se déroule en relation avec Hélène. Pour les Grecs, elle est apparition, la beauté de la vérité, du dévoilement. Ils cherchent la vérité absolue, globale, en la personne d'Hélène. Ils pensent qu'elle a été enlevée, perdue, et ils partent à sa recherche. Les Troyens pensent qu'ils la possèdent, donc ils se contentent de l'apparence, de l'illusion. C'est la cause de leur perte. Toutes les femmes, grecques ou troyennes, se réfèrent à Hélène, soit comme objet du désir, elles sont toutes très belles, soit comme sujet qui représente les principes, ainsi Hécube, la mère, Andromaque, Pénélope. Le combat met en acte la négation comme rupture parce qu'il vise la mort. La première coupure survient avec la naissance. Il s'agit de la rupture avec la mère nécessaire pour le commencement du mouvement de la vie. La mort comme rupture est statique, définitive. À la fin de la guerre, on ne parle plus d'Hélène. Elle a incarné l'idée d'une vérité absolue, donc impossible. Les Grecs rentrent vainqueurs au pays natal, avertis de leurs limites, et ça c'est très important. Athéna est à leur côté, car elle est vérité et sagesse. La sagesse nous oblige d'accepter nos limites et par conséquent d'admettre que notre connaissance de la vérité soit limitée et partielle. On va parler des héros. On aborde ensuite la relation des héros. Hercule, Thésée et Persée avec leur mère. Ils construisent leurs identités de légende en fusion avec elles. Ils sont persécutés avec elles, à cause d'elles et de leurs fautes, adultère ou inceste. Ce n'est pas le héros qui a commis la faute, mais c'est bien le péché de la mère qui est au centre de l'existence du héros. Alcmène et Zeus, Danaë et Zeus, métamorphosés en pluie d'or, comme on sait, ou Hétra, dupé par Poséidon. Les héros reçoivent des missions par des figures paternelles, d'accomplir les tâches quasi impossibles à réaliser et qui doivent donc les conduire à l'échec. Hercule est chargé de 12 travaux par son cousin Eurysthée, qui, comme souveraine, représente la figure paternelle.
Il réussit grâce à sa force physique, certes, mais surtout grâce à l'aide d'Athéna qui les soutiennent. Elle lui inspire les moyens qui lui permettront de vaincre. Ainsi, il bouche les détrous de la caverne du lion de Némée. Athéna est une figure maternelle symbolique qui fait naître des idées et des inventions. Le héros va vaincre des monstres, mais pas la monstruosité, elle-même représentée par la mort, le néant. Le héros lui-même échappe à la mort et se rattache à une société particulière. Hercule à Sparte, Thésée à Athènes, Persée à Argos. Il y a une continuité dans la généalogie des héros qui illustre leur appartenance symbolique. Persée est l'ancêtre d'Hercule et Thésée est son homologue athénienne qui se voit comme son successeur. Cette appartenance symbolique se base sur la représentation de leur mère. Fautive, dupée, marginale. Pour qu'ils accomplissent leur exploit, le secours des femmes est décisif, qui leur prodigue inventivité et courage. Ariane aide Thésée. Elle lui conseille d'utiliser un fil pour sortir du labyrinthe. Athéna aide Hercule et Persée. Les mères ont façonné l'identité du héros et les déesses ou les compagnes les ont guidés dans leur vie avec intelligence et efficacité. On va continuer avec Ulysse. Ulysse a une importance prépondérante dans la mythologie. Il a réalisé son identité de sage avec les concours des déesses qu'il a rencontrés durant son périple. Il se projette, il se reconnaît en elle. Avec Circé, il prend conscience de son animalité. Avec Calypso, que son nom signifie dissimuler, il réalise la force des négations et construit sa logique. Et avec Nausicaa, il se rend compte de l'importance de conjuguer logique et réalité. Par nature, il est limité dans le temps, c'est-à-dire mortel. Ithaque représente cette réalité avec sa femme Pénélope, sa descendance Télémaque et son ascendance Laërte. Il est dans la lignée des hommes soumis au temps et à l'espace. Dans l'île de Nausicaa, les besoins sont assouvis dans l'immédiat. Comme dans un rêve, il n'y a pas de laps du temps. L'attitude de sa mère, Anticlée, est déterminante pour qu'il puisse se détacher des déesses avec lesquelles il a une relation si proche et si captivante. Dans l'île de Circé, il visitera les enfers. Là-bas, il rencontrera sa mère qui lui rappellera qu'il est fils d'une humaine et que la vie humaine est belle dans sa réalité et dans sa relation avec le monde. Elle lui parle de Pénélope et de son fils Télémaque. Ainsi, Ithaque reste le but et la lubie du voyage. Ulysse est doté de l'astuce. Il est le fils spirituel décisif, l'astucieux, qui a voulu défier la mort et duper les dieux pour ne pas mourir. La ruse est d'abord l'arme des faibles. Sisyphe n'a pas accepté la fatalité. Ulysse, lui,
à accepter la mort et sa radicale impuissance face à elle, assumant sa condition humaine. C'est ainsi qu'il est devenu sage. Il est passé de la ruse à l'intelligence, c'est-à-dire à l'aptitude de voir juste. Voyager, étymologiquement parlant, veut dire connaître. Durant son voyage, la proximité, la fréquentation des déesses l'a mené à la sagesse, à reconnaître ses limites et surtout à ce qui fait partie de son essence, c'est-à-dire l'animalité, la rationalité, la responsabilité. Un autre événement a marqué son itinéraire. Au début de son périple, il est passé par les pays de l'autophage et il a goûté à ces fruits de l'oubli. Il a oublié son identité originelle et reviendra à cette conscience par le biais des déesses. Il a ainsi dépassé les simples souvenirs parce qu'il a réalisé en acte ce qu'il était, en conscience. L'animal devenu rationnel et responsable. Il ne faut pas oublier que quand le cyclope lui demande son nom, il répond « Mon nom est personne ». Il ne s'agit pas simplement d'une ruse, mais cela correspond à quelque chose qu'il ressent, alors qu'elle lui permet de trouver la réponse. Il ne faut pas oublier non plus qu'il sort toujours nu de la mer, sans ressources. Les déesses s'occupent de lui comme des nouveau-nés. Sa destination, assignée par sa mère, est Ithaque et la fidèle Pénélope. La caractéristique intime d'Ulysse est l'astuce, et il devient sage parce qu'il obéit à sa vocation guidée par les figures maternelles qui sont les déesses. Les rôles des femmes. Mère, compagne, maîtresse ou épouse comportent dans son sens la fonction symbolique de la mère sans être exclusive. La femme inspire, elle guide, elle est aussi objet du désir. Son rôle devient culturel. Athéna représente cette fonction par excellence. Elle est la mère des idées, de l'invention. Sa sagesse et sa logique prennent racine chez sa mère, Métis, déesse du flair, du nous, du pressentiment, de l'intuition. Ces saisissements est un monde d'appréhension à une perception antérieure au langage. On projette ses sentiments et ses sensations en premier lieu vers la mère. C'est elle qui va donner les mots, qui qualifiera les choses à l'enfant, se formant ainsi sa conscience, sa compréhension. La fonction maternelle consiste à accueillir une nouvelle vie dans le monde avec amour et bienveillance. Elle va la conduire avec les mots et les références vers un ordre culturel. Un exemple de saisissement. J'ai dit, j'ai mal à la tête. Réponse. Je comprends de quoi il s'agit. J'ai eu mal au genou. Ou encore mieux, je comprends tout à fait. J'ai eu aussi mal à la tête. On n'explique pas les mal, on les capte à la fois par projection et par expérience. Avec les saisissements, on cherche à capter aussi ce qui est derrière l'apparence et on arrive à cerner les choses dans leur ensemble par la ressemblance à nos prochaines.
Quand je dis j'aime le fête de Pâques à un grec, je peux supposer qu'il aime aussi les processions, les rituels. Pour un Suédois, il s'agira d'autres rituels. Bien sûr, l'ordre culturel dans lequel on est accueilli dans l'existence joue un rôle déterminant. Mais la personne qui donne la clé, la manière de conduire ces déchiffrages, c'est bien la mère. Elle peut tout au début annuler, approuver ou encore orienter cette démarche. Les références mythologiques illustrent la fonction maternelle symbolique dans son rôle intellectuel déterminant et aussi dans son apprentissage de l'organisation sociale. Athéna avec sa mère métisse, Déméter avec sa fille Corée, plus connue comme Perséphone. Dans la religion chrétienne, on a l'exemple de Marie, mère du Christ, ou des prophétesses dans la religion juive, avec Déborah, la juste, ou Lilith et aussi Ève dans l'Ancien Testament. Et je vais passer à la conclusion. Tous ces mythes montrent la place déterminante de la femme dans l'histoire des civilisations. Le rôle de la femme, longtemps minimisé, presque oublié, placé sous la tutelle d'une idéologie patriarcale, n'en a pas moins continué à s'étoffer et à prendre de l'importance en termes d'efficacité et de détermination au plan civilisationnel. Cette force de la femme est l'essence même de la féminité, intimement liée à la force de la vie, qui est la traduction de la nature dans la culture. Elle a formé l'identité des héros fondateurs des sociétés grecques et les a guidés grâce à l'ingéniosité et au pouvoir les voir justes. La mère biologique fournit le corps d'une réalité qui se sublime en fonction maternelle symbolique du nous, du saisissement, de l'intelligence. Sur de telles bases, les combats politiques ou économiques prennent pour les femmes toutes les forces de conviction. Je vous remercie de votre attention et encore un grand merci aux personnes de la communauté hellénique qui ont bien voulu accueillir et organiser cet événement. Je reste à votre disposition pour toute question. Je vous répondrai avec plaisir. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και περιμένω με χαρά ερωτήσεις που μπορώ να σας απαντήσω. Θα να μιλήσω και να αναλύσω περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Effie. Merci infiniment. Je voulais juste vous dire que tout à fait en bas, dès que vous mettez le curseur sur votre écran, il y a un petit à droite, juste avant le mot fin, il y a un petit personnage, une petite figurine qui s'est marqué réaction. Si vous cliquez dessus, non, je ne parle pas à vous, je parle à tout le monde. Si vous cliquez dessus, il y a une petite main qui s'affiche en premier, c'est marqué « Levez la main ». Alors, si vous voulez prendre la parole, je vous demanderai d'utiliser ce petit curseur. Comme ça, je saurai à qui je dois donner la parole et vous ouvrirez votre micro au fur et à mesure. Maintenant, je vais donner la parole à Marie parce qu'elle a encore deux petits mots à dire à propos des livres de Effie Papavassilopoulos. Avant tout, je vais remercier les personnes qui sont présentes et qu'au fur et à mesure, là j'ai vu leur nom
Certains, j'ai dû même les deviner parce qu'ils ne sont pas très explicites sur manière de s'afficher sur l'écran. Je crois que nous avons eu un petit problème parce que, tout d'abord, notre plateforme a été achetée pour 500 personnes. Et aujourd'hui, je vois qu'il n'y a que 100 personnes qui sont autorisées à rentrer sur cette plateforme. Nous venons de refuser l'accès à notre conférence à pas mal de monde. Alors, je suis vraiment désolée de ça. Je vais vérifier auprès de Zoom qu'est-ce qui s'est passé. Mais sachez que les personnes qui voudront revoir cette conférence pourront le voir parce que nous sommes 3 à enregistrer. Donc, vous le trouverez sur le canal de la communauté, le canal YouTube de la communauté. J'enverrai à toutes les personnes à qui on a le mail, le lien. Donc, tout le monde pourra suivre de nouveau cette conférence. Je tiens à remercier la représentante de l'ambassade de Grèce et qui est la directrice du bureau de la diplomatie culturelle, qui est Madame Tina Panoropoulou, que j'ai vue, elle est là. Je remercie infiniment Madame Katerina Stenou, qui est notre amie, qui a longtemps œuvré au sein de l'UNESCO et qui avait fait notre première présentation, notre première journée dédiée aux femmes, qui était pour les 20 ans de la disparition de Melina Mercouri, il y a quelques jours, le 6 mars, hier, on a commémoré les 7 ans de sa disparition. Je remercie Madame Caterina Xila, qui est sous un autre nom, mais que j'ai deviné qui c'était le sien, qui est la présidente du Centre culturel hellénique. Je remercie Madame Marietta Karamanlis, qui est députée et qui s'est jointe à nous également. Je remercie Herman Delikayan, qui est le directeur artistique du théâtre Marcelin Berthelot de Montreuil, et l'auteur Christos Markoyanakis, qui est encore une fois auprès de nous. Vous voyez, il n'y a pas que des femmes aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, et je vous remercie tous infiniment. S'il y a des personnes que je n'ai pas remerciées, je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas très explicite. Spiros Tsovilis, je vois. Je vous remercie tous d'être parmi nous. Je donne la parole tout de suite à Marie, parce qu'elle a quelque chose à vous dire. Et à la suite, je vous prie d'utiliser donc la petite main, levez la main. Je ne vois aucune personne qui l'a utilisée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Marie, c'est à toi. Oui, je voudrais m'adresser aux personnes qui s'intéresseraient à approfondir ce que Effie Papavassilopoulou nous a expliqué, ce dont elle nous a parlé ce soir, parce que, croyez-moi, il y a des prolongements à faire. Mais donc, si vous êtes intéressés, et pour ceux qui sont intéressés, ils pourront trouver ces livres, les 4 que j'ai énumérés au début, mais que nous allons vous présenter aussi en photo bientôt, et chez à la FNAC, chez Cultura, chez Hachette, Amazon évidemment, et aussi les faire commander à votre libraire habituel si il ne l'a pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que Tu nous montres les livres, Marie? Pardon? Tu nous montres les livres? Tu nous montres je ne les sais livres, pas. Oui, je vais les montrer, mais s'il te plaît. oui. Alors, la fonction maternelle et Plus haut, sa relation avec le nous, plus haut, s'il te plaît. Oui, plus haut, voilà, comme ça. là. Oui. Ensuite, Ulysse, son identité à travers les femmes. J'ai un problème de caméra. Ah bon, voilà, là. Le héros, le monstre, la mort. Et la guerre de Troie et l'inconscient grec, le rôle des femmes. Voilà. Très bien. Très, très bien. Merci beaucoup, donc, Marie.
Alors, Je je vous en vois la main de Christos Markogiannakis qui a levé la main. Christo, c'est à toi. Oui, bonsoir. Désolé, je ne vous montre pas mon visage, j'ai un problème avec ma caméra. Pas de problème. Mais voilà. Alors, c'était très, très intéressant, Madame Papavassilopoulos. Merci beaucoup. J'ai une question. Alors, je fais beaucoup de recherches sur la mythologie grecque pour quelques ouvrages et je voulais vous demander pourquoi, à votre avis, il y a tant d'animosité des femmes, des déesses contre les femmes mortelles. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, Héra contre Io, Sémélie, Athéna contre Araignée, Artémis contre Chionée et Niobé. Mais ce qui m'avait frappé quand je faisais cette recherche, c'était la cruauté d'Athéna vis-à-vis Méduse, qui était la victime d'un viol d'un autre dieu, de Poséidon. Et au lieu de, je ne sais pas, Athéna ne peut pas, bien sûr, punir un dieu, mais elle a choisi de punir la victime. Donc, on a une double punition, on a le viol et puis la transformation en monstre des méduses. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que parce que moi, je l'ai trouvé vraiment très, très, très cruel et je n'ai pas d'explication. Je vous remercie de cette question que je trouve fort intéressante. Et moi, j'ai constaté aussi. Bon, j'ai une petite idée, je sais savoir ce que ça vaut. Bon, il faut ça, enfin, les déesses sont surtout des puissances. Et moi, je rattache cela à une sorte de combat qu'il y a dans tout être, c'est-à-dire les mortels, les femmes mortelles, avec les immortels, les déesses, sont en coexistence presque. Ça veut dire c'est un combat, une lutte. Et ça donne, cette lutte-là, c'est perpétuel et ça donne l'apparition, ce qu'il y a à la fin. Mais ces combats-là, entre les déesses et les mortels, si cruel c'est pour nous, c'est comme un miroir dans la nature, c'est si cruel, c'est un combat nécessaire qui va donner un résultat. Et le résultat, c'est que ce qu'on voit, ce qui se passe, ce qui guide. Malheureusement, je ne peux pas vous donner une autre chose que ça. Je pense que c'est une question qui reste toujours ouverte à la réflexion. Merci beaucoup. Voilà. Merci. J'avais vu la main levée de notre consoeur, membre du conseil d'administration, Madame Cathy Alvanou. Cathy, ton micro. Libère ton micro, Cathy. Ton micro est fermé. On ne l'écoute pas. Non, non, on t'entend toujours pas. Voilà. Ah, bon voilà. Maintenant, on t'entend. Voilà, très bien. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci à Madame Efi Papavassilopoulos pour son exposé. Moi, ma question, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer les rôles et la relation entre Ulysse et Pénélope et Hélène? Ben, merci de votre question parce que c'est quelque chose de très intéressant. Parce que je commence par Pénélope. Hein. Pénélope, c'est le miroir d'Ulysse, c'est-à-dire c'est son interprétation féminine. Il est son équivalent. Il ne faut pas oublier que Pénélope, elle joue aussi avec le temps. Elle fait un voyage. Elle défait les tissus. Elle est astucieuse aussi. Elle joue avec l'astuce. Comme Ulysse, il y a une équivalence entre les deux. Et il y a un rapport aussi très fort entre Ulysse et entre Pénélope et Hélène. Pénélope est la cousine d'Hélène.
Hélène. Ulysse était prétendant aussi d'Hélène, mais il a préféré Pénélope. Il y avait un amour avec elle, et d'ailleurs Pénélope, elle l'a suivi. Pénélope représente, pour les Grecs, comme moi je prétends, l'apparition, mais comme vérité, mais beauté évidemment. Mais en même temps, c'est le désir. Ulysse, il contribue, il participe à cette guerre, et qu'est-ce qui se passe? Hélène, on ramène en Grèce. Autre chose, on voit une ambivalence d'Hélène. On sait bien qu'Hélène, plus et Cube, ils ont reconnu Ulysse, mais ils ne l'ont pas dénoncé. Il y avait des liens de complicité. Pourquoi Hélène, elle n'a pas dénoncé Ulysse? De l'autre côté, quand les Grecs étaient dans les Cévals de Troie, Hélène a imité les voix des femmes des Grecs pour les faire sortir du ventre du Céval. Et c'est Ulysse qui l'a dit non, il ne faut pas, c'est une astuce, c'est une d'Hélène. De l'autre côté, Ulysse, il a empêché, il a épargné Hélène de lapidation, c'est-à-dire il y avait toujours une ambiguïté entre Ulysse et Hélène. Justement, ça montre le rôle symbolique d'Hélène. Hélène, ça représente la vérité comme beauté. Quand la guerre de Troie est finie, Hélène, c'est sûrement une très belle femme, mais on ne parle plus d'Hélène. Alors, on voit toute la complexité entre la relation d'Hélène, d'Ulysse et de Pénélope. Pénélope et Hélène, cousines, proches, et Ulysse, à la fois prétendant d'Hélène, et c'est lui qui amène Hélène en Grèce. C'est-à-dire, il contribue, c'est le principal acteur de la victoire des Grecs. Je ne sais pas si vous êtes... Voilà, merci bien. Ça éclaircit bien nos connaissances en mythologie. Bien. Alors, je vois que M. Spiros Tsouvilis a demandé la parole. Spiro, c'est à toi. Ça me fait un grand plaisir de te voir avec nous aujourd'hui. Spiros habite à Strasbourg. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonsoir et merci beaucoup pour cet formidable événement que vous avez organisé. Félicitations de faire connaître ainsi l'œuvre de Efi Papavassilopoulos à un plus large public que ce public parisien auquel vous êtes habitué. Il y a deux questions, deux ordres de questions que je voudrais... Bonsoir madame, deux questions que je voudrais vous poser. La première concerne ce prestigieux héritage et cette lignée prestigieuse à laquelle on vous a associé, Freud et Lacan. Est-ce que ça veut dire que d'autres psychanalystes comme Pierre Aulagné ou Castoriadis vous sont plus étrangers ou vous ne vous reconnaissez pas en eux? J'avais participé à quelques séminaires de Castoriadis à l'école des hautes études au moment précisément où il parlait de psychanalyse. C'est la raison pour laquelle, et ça m'avait frappé parce qu'il avait insisté sur la fonction maternelle, ce lien entre le sein, le nourrisson. C'était très, très important, ces séminaires à Raspail. Et donc, je voulais savoir quelle était votre attitude à l'écart de Castoriadis, tant qu'il parle de tout ce que vous avez parlé, dans ce qui fait la Grèce notamment. Deuxième ordre d'idée, vous avez évoqué, et c'est passionnant, je vous remercie beaucoup pour votre présentation, vous avez évoqué surtout les femmes à partir d'Homère, à partir de la guerre de Troie. Et c'est passionnant, c'est extraordinaire. Je me souviens de certaines... il faut le lire. Souvent, les Grecs, on pense connaître l'Iliade et l'Odyssée et on se rend compte en le lisant vraiment qu'on ne le connaît pas. Et c'est drôle. Je me rappelle d'une anecdote parce que Héra
prend vraiment le parti des Grecs, alors que Zeus essaye d'être plus impartial. Or, on dit aujourd'hui, vous connaissez sans doute cette expression, il faut être juste comme la mer, partagé comme la mer et pas comme le bon Dieu. Donc, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, quand on partage un plat, un gâteau, etc., on dit il faut être juste comme la mer. Il y a une raison sans doute pour cela, et j'aimerais bien vous interroger là-dessus. L'autre question, c'est que vous avez fait commencer ça par ça, alors que, comme vous savez, dans sa cosmogonie, dans la théogonie déjà, Hésiode, mais commence avec, c'est une archi tanto chaos, au début il y a le chaos, mais tout de suite il y a Yi, et tout naît de Yi en réalité, parce que du chaos naissent Erevos, Nichta, Ethera, Mera, etc. De Eros, personne. Eros n'a pas de descendance, mais c'est de ces trois, de Yi commence tout. Et Yi est à la fois la mère d'Uranos et aussi son épouse. Et avec Uranos, Yi crée tout. Et alors, et évidemment, on parle d'Œdipe dans l'Iliade, déjà, mais je voulais vous demander, est-ce que, donc, quand vous parlez de la fonction maternelle, vous pensez aussi aujourd'hui à Yir, et est-ce que vous pensez, et ça c'est une question plus technique au regard de votre profession, est-ce que vous pensez, comme on le prétend, qu'on sortirait aujourd'hui de cette représentation oedipienne avec nos nouvelles catégories, etc. Voilà, pardon pour cette très longue question, je vous prie de m'en excuser, mais votre présentation a suscité chez moi beaucoup de passion et d'interrogations et de questions. Pardon. Merci beaucoup, que ça me permet d'éclaircir pas mal de choses. Alors effectivement, Castoriadis et Pierre Aulagnier, c'était comment dirais-je, des références, c'était des, comment dirais-je, bien sûr qu'on connaît, bien sûr que j'admire leurs œuvres et tout ce qu'ils ont écrit et ils ont fait. Ça, c'est des références absolues. Bon, mais là, je ne pourrais pas mettre tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai travaillé. Voilà, concernant Castoriadis et Pierre Aulagnier, voilà, ils sont vraiment des sommités. Alors, à ce qui concerne Yi, oui, la mer Yi, la mer Terre, la Terre et la mer, c'est la référence. D'ailleurs, on dit la mer, la Terre-mer. Si peut-être j'oubliais quelque chose, vous me le dites après. Alors, Eros, évidemment, Eros c'est une tendance, il n'y en a pas, c'est normal. Eros, c'est la tendance qui devient désir, hein, parce que le désir, c'est très important, c'est aussi l'essence, on dit, c'est Spinoza qui dit, l'essence de l'homme, c'est le désir. Et après, il y a autre chose sur le désir que ça se fait. À ce que vous dites par rapport à l'Œdipe, même à ce qui concerne, à mon avis, hein, comment dirais-je, les suggestions actuelles de la société, l'Œdipe n'est pas exclu, n'est pas annulé, à mon avis, parce qu'on tourne autour d'Œdipe. D'ailleurs, ça reste les noyaux, et ça va rester les noyaux. Même si on dit, voilà, des femmes vont élever des enfants, des hommes, des enfants. La référence reste toujours autour des noyaux, que c'est les noyaux d'Œdipe. Il faut savoir aussi que quand on parle d'Œdipe, les pères, par exemple, c'est plus important comme idée. Comme idée, il y a les pères réels, les pères imaginaires et les pères symboliques. Voilà. C'est-à-dire, tout ça autour des complexes d'Œdipe, ça va se prendre hautement, mais ça va être les noyaux. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. De toute manière, c'est beaucoup de choses à dire et de travailler sur votre réponse qui est vraiment très riche. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Je voudrais donner la parole maintenant à Madame Niki Papailiaki, qui est également membre de notre conseil d'administration et qui voudrait poser une question. Voilà. Oui, bonsoir. Merci, Madame Papavassilopoulos. Je voulais vous poser une question à propos de la parenté de Ulysse avec Sisyphe. Vous nous avez dit à un moment quel rôle joue cette parenté. Alors, finalement, c'est son père. Ça me fait très plaisir vraiment à répondre à cette question parce que je vais dire des choses. Primo, dans mon exposé, j'ai dit que c'était le père spirituel d'Ulysse. À vrai dire, là, j'ai fait une interprétation. Dans les faits, Sisyphe est considéré comme le père biologique d'Ulysse suite du viol. Alors, Sisyphe, c'est quoi? C'est l'astuce, la tromperie, les viols. Alors, Ulysse hérite ça comme le fait même transgresser, parce que le viol, ça veut dire je transgresse. Tout homme, il est doué, parce qu'il naît, il fait une transgression, il transgresse. Mais il s'agit d'une violence nécessaire là. Sisyphe, avec l'astuce, il met en acte une violence nécessaire pour la vie. Nécessaire pour la vie. C'est pour ça que Ulysse commence à être astucieux pour devenir sage. Parce que son astuce, il se rend compte qu'il y a des limites. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire, son astuce, il a une limite. Parce que l'astuce, c'est quand on est faible. Il a accepté sa faiblesse et il a accepté sa condition humaine. Alors, Sisyphe, il a une très grande importance dans l'itinéraire d'Ulysse. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très voilà. Bien, merci. Je vais poser une question avant de donner la main à deux dames là, qui viennent juste de lever la main. Comme nous sommes dans ce qui a été dit, vous vous êtes référé 2 fois à nous. Est-ce qu'il serait possible de nous dire, de développer un petit peu ce que vous appelez dans votre langage le nous? Alors, nous, on peut dire saisir, capter. Il est en relation avec les fleurs. Métis, je sens, voilà ce qu'on dit, de la mère d'Athéna. Alors, les saisir, c'est avant le langage. Je sens quelque chose, avant le nommer. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est avant le langage, avant les mots. Je sens, comme j'ai dit, j'ai saisi quelque chose, je comprends. Et ça se fait par projection. C'est-à-dire, je peux vous comprendre, vous saisir, si par le biais d'une ressemblance. C'est-à-dire, je projette à vous mes sentiments et comme on est semblable, je peux dire que ça pourrait être pareil. C'est pour ça que j'ai pris comme exemple, j'ai mal à la tête ou au genou. Alors, les nous, c'est avant tout une projection, une intuition. Et ça passe par l'imaginaire. Ensuite, avec le langage et la logique, on ajuste. Allô? Oui, allez-y. C'est juste une personne qui a essayé de vous interrompre parce qu'il n'a pas compris comment ça marche. Continuez. Effie, voilà, je ne sais pas parce que c'était le son a été arrêté pour moi aussi. Alors, je disais, c'est le saisissement, c'est surtout une projection liée à l'imaginaire. C'est une intuition.
Voilà. Et ensuite, cette projection imaginaire, on les corrige avec une logique. Voilà, une organisation. Voilà. Je ne sais pas si c'est répondu. Si, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je vais donner la parole, je vous remercie, Effie. Je vais donner la parole à Madame Drivakou Stavroula qui a demandé la parole. Je vous en prie, Madame Drivakou. Bonsoir, Kalispera. Espera. Είναι η πρώτη φορά, c'est la première fois que je participe. Merci Zeta. Je vous en prie. Alors, je vais faire une petite coaching question, Madame Effie Pavassilopoulou. Pénélope. Pénélope, pour moi, c'est l'exemple d'une femme, d'une épouse fidèle. Oui. On parle, alors comme on fait du psychanalyse, vous faites, on parle alors de la fidélité, un grand problème dans un couple. Alors, Ulysse et Pénélope, séparés durant des décennies, auront bien du mal à rester fidèles l'un à l'autre normalement. L'un avait une odyssée à boucler, l'autre était la proie des nobles prétendants au trône de l'Ithaque. Mais les amoureux étaient malins. Alors, qu'est-ce que vous dites pour la fidélité alors? Écoutez, Pénélope, c'est aussi, vous savez, toutes ces déesses, toutes ces femmes dans les mythes, c'est des archétypes. Alors, Pénélope, ce qui représente, c'est la fidélité. Après, on peut tout dire, peut-être elle n'était pas si fidèle que ça. Mais non, peut-être elle avait du mal. Dans les mythes, ce qui est important, c'est qui prévaut dans les mythes. Et dans les mythes, ce qui prévaut, c'est qu'elle est fidèle. Oui. Après, c'est une chose que c'est très intéressant par rapport à cette fidélité. Qu'est-ce qui reste toujours fidèle à nous? Voilà. Qui c'est sûr que ça va être comme ça. Alors, je vais dire dans ce cas quelque chose de très dur. Oui. Parce que ce qui est fidèle à nous, c'est la mort. La mort, c'est toujours là, c'est sûr. Vous êtes avec un monsieur, un garçon, un homme, un amant, une maîtresse, tout ce que vous voulez. Oui, fidèle ou pas, c'est pas si sûr que ça. Peut-être elle est avec vous, mais elle pense à quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi. Tandis que la mort, c'est fidèle. Exact. Alors, Pénélope, on voit d'ailleurs bien qu'elle joue avec le temps. Elle essaie de tromper le temps avec les tissus qu'elle fait, elle défait. Elle fait, elle défait. Mais elle est fidèle. Et c'est le temps qui est fidèle. Et le temps comme dévolu. Fini. Parce que de toute manière, Ulysse, une fois à l'Ithaque, qu'est-ce qu'il a fait après? Il y a des gens qui disent, je ne sais pas, il a fait ceci, cela, il est retourné voir si c'est, il a eu un fils, tout ça. Mais Ulysse étant que légende, avec l'Ithaque, c'est fini. Sa légende. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai répondu à peu près. Merci beaucoup. Très bien. Je voudrais donner la parole maintenant à Ève Sten Christoforidis. Ève, c'est à vous. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette organisation. Moi, je voudrais sortir un petit peu de l'Iliade et de l'Odyssée. Est-ce que c'est possible? Oui. Je voudrais revenir et que vous m'expliquiez, si possible, sur un comportement d'Athéna qui me choque beaucoup dans l'histoire des Atrides, où elle prend fait et cause, enfin, elle acquitte finalement Oreste, aux grandes dames des Irénies, parce que finalement, il a tué que la mère. Et donc, c'est une justification éhontée du patriarcat. Voilà comment je résume la question, hein, mais voilà ce qui me tracasse et me choque depuis des années. Oui, mais écoutez, c'est une bonne question, parce que bon, là, c'est pas par rapport aux Atrides, c'est quelque chose que c'est particulier, et après, il faut voir qui a écrit et comment elle est interprétée. Voilà, je ne peux pas vous dire plus que ça sur le reste. Parce que les Irénies, quand même, sont toujours là. Et les Irénies, c'est toujours ce qu'ils n'oublient pas.
Ce qu'elle n'oublie pas, c'est à côté de l'Alicia, c'est-à-dire de la vérité. Et Athéna, c'est avec Alicia. Alicia et Erinies. Erinies n'oublie jamais. Oui, mais au niveau de l'acquittement du crime, c'est quand même le meurtre de la mère et c'est absous. Et je trouve que ça pose quand même une assez grande question sur le plan divin, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais après, on entre dans un autre chapitre, évidemment. Parce que, oui, là, on peut dire plein de choses, parce qu'on peut faire un parallèle avec Hamlet ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il finalement, il a tué la mère, mais avec la complicité de sa sœur. Et dans une ambivalence quand même, dans une ambiguïté, cette mère-là. Parce qu'il a tué pour se venger les pères, mais ce n'est pas lui qu'il a été trahi par... il n'était pas trahi étant qu'homme. Il n'était pas le mari de sa mère, il était le fils. Non, mais sa sœur Iphigénie a été trahie aussi par le père. Tout à fait, tout à fait, Oui. tout à fait. Et la mère, elle a voulu, bien sûr, la mère, elle a voulu. Clytemnestre avait déjà été fait l'objet d'un double meurtre par Agamemnon de son premier mari et de son enfant. Donc, tout à fait. Non, il y a une ambiguïté, on ne sait pas s'il était fille ou garçon. Donc, en fait, on remonte comme ça, mais finalement, au départ, c'est quand même les femmes qui sont tuées, qui sont victimes de meurtres et par des hommes, que ce soit Agamemnon, que ce soit Oreste. Et c'est ça quand même que Athéna cautionne, pour moi. Oui, enfin, de toute manière, le meurtre d'une mère, c'est quand même quelque chose qui met question, qui pose la question, même par rapport à une vengeance. Ben oui. Parce qu'effectivement, il y avait la mort d'Iphigénie, il y avait plein de choses. Et il paraît qu'elle n'a jamais supporté ça. Et en plus, bon, si on va encore plus loin, entre Clytemnestre et Hélène, ils étaient violés. Et lui, il était marié avec elle par obligation, enfin, sous la contrainte. Je pense que vous connaissez très bien cette histoire. Oui. Alors bon, il y a quand même des viols aussi derrière. Hein, oui, beaucoup, oui. Voilà. Bon, merci. Mais c'est vrai que ce sont des longues discussions. On peut lire un mythe de plusieurs points de vue. Et c'est ça la richesse d'ailleurs. Heureusement. Voilà. Très bien. Je pense qu'on va prendre les deux dernières questions. Je pense que Marie a une question à poser. Je vois d'autres mains qui se lèvent. Marie, s'il te plaît. Oui, et moi, je vais aller un peu à contre-courant de la journée. Je voulais poser ma question avant, quand on était encore dans les questions concernant les pères. Alors, je voulais demander à Effie Papavassilopoulos ce qu'elle pense de la figure tantôt tutélaire, tantôt concurrente du père vis-à-vis de son fils et éventuellement vis-à-vis de sa fille. Donc, je voulais qu'elle nous en dise un peu plus de cette relation. Merci Marie de ta question. Alors, de vos questions, alors je vais vous dire, si la mère est au centre de l'identité des héros, les pères se trouvent à l'horizon et on voit. Le père, il a toujours comment dirais-je, une position multiple. Comme les figures paternelles réelles se présentent comme persécuteurs, c'est-à-dire on la voit faire des exploits impossibles. Mais de l'autre côté, il y a le père idéal, par exemple Zeus ou Poséidon, qui est le père spirituel, le père symbolique qui protège. Lui, il protège. Zeus protège Héraclès. Voilà. Par contre, le père réel, il est le concurrent.
Il est le concurrent, il est lui qui va l'envoyer à accomplir des choses pas possibles, quoi. Et de l'autre côté, on voit que à ça concerne les héros. Ensuite, on va à Ulysse. C'est encore une autre histoire avec le père, parce que le père, Laërte, finalement, il est presque effacé. Il est là, il aime, mais il est à part. Et Sisyphe, c'est lui qui agit en lui étant qu'astuce, c'est-à-dire quelque chose de plus de spirituel, voilà, d'une idée. Par rapport aux femmes, les femmes, on voit bien que les relations avec le père, c'est assez quand même, comment dirais-je, on voit l'inceste, par exemple, masqué, ou une persécution. Il est érotisé de toute manière, ça on le voit, parce qu'on voit l'inceste. Ça concerne quand même dans les mythes, hein, dans les mythes que j'ai mentionnés. Effectivement, il y a d'autres fois que les pères, ils ont d'autres relations. Par exemple, c'est pas Zeus avec Athéna, il avale Métis quand même. C'est-à-dire, il y a toujours une ambiguïté. Une ambiguïté qui s'est pas mal de fois érotisée. Mais il faut savoir qu'on parle quand même dans les mythes des archétypes. Hein, des archétypes, voilà. Je ne sais pas si... Oui, merci. Merci beaucoup. Et d'après les questions des intervenants, j'ai compris qu'il vous reste encore d'autres livres à écrire. Le domaine est loin d'être épuisé. On me donne des idées. Merci. Je crois qu'il y a Niki Papaïlia qui veut intervenir de nouveau. Niki? Oui, oui, c'est bon? Oui, juste une question par rapport exactement aux archétypes dont vous venez de parler. Et donc, vous nous avez très bien expliqué comment finalement la femme représente ou, je sais pas, symbolise, ou c'est l'archétype, les idées, en fait. Hein, la mythologie grecque personnifie dans la femme et toutes ces idées, tous ces concepts, je ne sais pas comment vous les dites. Mais moi, je voulais poser en fait deux questions. Et vous avez parlé un peu des autres, de Déborah, de Lilith, tout ça. En fait, qu'est-ce qui se passe si dans les autres mythologies ou dans la Bible, nous avons des archétypes parallèles, nous avons un ensemble aussi riche que dans notre mythologie grecque? À mon avis, oui, mais bon, par Oui. exemple, on voit Déborah dans la religion chez les Juifs, c'est une juge, c'est la juste. Ça veut dire qu'il structure une civilisation. Lilith, par exemple, Lilith dans l'Ancien Testament, qui dérangeait Lilith parce qu'elle était la compagnon d'Adam, elle était son égale, elle n'était pas faite par sa cote. Ensuite, on l'a diabolisé, Lilith, et on donnait sa place à Ève. Ça, c'était ensuite. Mais on voit que la place de la femme structure, c'est-à-dire il joue le rôle structurant de la civilisation. Même s'il reste masqué son rôle, il fait nœud. Par exemple, la guerre des Troie, c'est Hélène qui fait le nœud, qui fait autour d'Hélène. L'héros, c'est autour de la femme, c'est à cause de la femme, à cause de la mère. C'est le centre de son existence. Ulysse, on voit la mère qui est derrière les déesses. Alors là, il devient sage grâce aux déesses. Et il astuce, ça vient de Sisyphe, mais parce qu'il a violé sa mère. La mère est encore là. C'est elle qui l'a incarné, cette viol, qui l'a donné consistance. Voilà, ça veut dire que dans toutes les... Enfin, je pense qu'ils font l'aîné comment dirais-je, de la civilisation, des parcours de civilisation. Voilà. Ça nous renseigne finalement, tout ça, c'est vrai que vous avez vu tout ça sous le prisme de la psychanalyse, mais comme c'est la journée de la femme, en fait, ça nous renseigne aussi sur cette société patriarcale qui était la société grecque ancienne, non? Oui.
Oui, 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 oui. Et la complexité de la société. Des relations. Oui. Merci. C'est moi qui vous remercie. J'ai l'impression que personne d'autre ne demande la parole. Je vérifie quand même. Je remercie tous ceux qui lèvent la main et qui... Voilà. J'ai l'impression que M. Mavromatis a mis de la musique. On vous entend, M. Mavromatis. Nous remercions pour cette intervention de Dalaras. Alors, il y a quelqu'un, Ève, poser une question apparemment, Ève? Oui, non, je ne veux pas poser une question, je veux simplement me permettre de dire, et le fait qu'on a évoqué, on vient d'évoquer que Zeus a quand même avalé Métis pour donner naissance à Athéna. Je trouve que la mythologie grecque dans son ensemble, alors j'ose, je vais me mettre beaucoup de monde à dos, mais c'est quand même la réalité, elle est une grande œuvre de patriarcalisation de la société et Zeus, c'est une sorte de confiscation finalement de la maternité quelque part. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ajouter à ce que j'avais dit tout à l'heure sur Athéna. Très bien. Alors, c'est grâce à elle qu'il est devenu quand même, c'est grâce à Athéna que Dias a pris l'intelligence et la lumière. Oui, mais qui était celle de Métis. Bien sûr, bien sûr. Oui, non, voilà. Il y a quelqu'un qui demande avant toi, je crois. Oui, oui, il y a un monsieur, je suis incapable de lire parce que c'est dans une langue hébraïque peut-être ou plus orientale encore. Et il faut qu'il n'a pas son micro. Voilà. Ça y est. Voilà. Oui. D'abord, merci parce que je suis époustouflé par la qualité de vos interventions. Je vis en Israël et j'étais loin de m'imaginer l'existence d'une diaspora grecque en France, où je crois comprendre, et avec un niveau académique aussi extraordinaire. Encore une fois, d'abord, félicitations. J'essaie un peu de correspondre un peu dans Facebook avec notre invité, avec Effie. Et donc, je rentre un peu dans le bain doucement, mais énormément de lacunes. Juste, je voulais une petite remarque. Le personnage de Lilith n'est pas vraiment un personnage biblique, en ce sens qu'il est, pour ceux qui connaissent un peu, qui sont un peu plus familiarisés, c'est un personnage du Midrash, c'est-à-dire de la Torah orale, du Talmud, une des composantes du Talmud. Le mot Lilith lui-même, le nom Lilith lui-même, n'apparaît pas dans le texte biblique de la Genèse. Et la deuxième remarque, toujours ce rôle formidable de la femme dès le début de l'humanité, toujours ce même Midrash nous raconte qu'une des raisons de l'opposition entre Caïn et Abel, ils se battent pour leur mère, ils se battent pour la première femme, pour la femme de Ève, et si ça ne tenait qu'à Caïn, il aurait probablement aussi violé sa mère, comme ça a été plusieurs fois rappelé dans la mythologie grecque. C'est tout ce que je voulais préciser. Merci beaucoup de ces précisions. Et effectivement, Lilith, je savais, enfin j'avais lu, mais voilà, que c'était plus compliqué que ça. Voilà. Et pour Caïn et Abel, évidemment, c'était la jalousie. Ça, je me souviens. Je me souviens, vous êtes très érudit par rapport à cela, je sais, mais et je vous remercie. Merci. Nikos Rekos a demandé la parole. Nico? Merci beaucoup. Membre du conseil d'administration également. Nico? Je suis très captivé moi aussi par cette conférence, mais je reviens à la question de cette Théodorie qui m'intéresse beaucoup. C'est la question de nous. Vous avez dit la saisir et capter
avant l'acquisition du langage. Si on dit langage logos en grec, on arrive un peu à la logique. Et moi, étant enseignant de langue, je milite pour qu'on puisse enseigner par ces deux actions, saisir et capter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la logique qui nous fait apprendre, mais d'autres, les nous ne continuent pas pendant toute notre existence. Excusez-moi, je l'ai dit d'une manière un peu simple pour ne pas utiliser les termes linguistiques plus sophistiqués, mais je crois que les nous accompagnent toute notre vie. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Parce que oui. comme vous l'avez dit, c'est comme ça fait que nous fait humains. Autrement, on peut pas, le langage ne peut pas exister presque sans nous. Voilà, merci. J'avais peur que j'avais mal compris. Merci, c'est ça. Parce que peut-être aussi une petite remarque par rapport au patriarcal, etc., on a parlé. Justement, pourquoi moi j'ai voté pour votre conférence avec enthousiasme? Parce que finalement, vous n'êtes pas du tout dans une tour d'ivoire, dans une tour enfermée. Justement, si on comprend tout ce que vous dites, on sera plus habile à lutter dans le quotidien pour que ça aille mieux. C'est-à-dire, comprendre tout cela nous rend plus efficaces dans la vie sociale quotidienne. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que ce type de conférence nous donne de la force pour le quotidien. Ce n'est pas quelque chose en dehors de la vie. C'est pour cela que la communauté fait très bien d'inviter des gens comme vous pour que la discussion, on lève le niveau, mais on reste dans le quotidien, dans la réalité. Ce n'est pas des choses qui sont coupées de la réalité. Et cette réalité, très souvent, on ne la comprend pas très bien, mais on la capte et on la saisit. C'est ça que je voulais dire. C'était justement ça, la saisine, voilà, le saisissement, comme elle dit. Très bien. Il y a encore une question. On ne va pas rester encore très longtemps parce que notre temps va bientôt finir, mais Madame Marie-Claude Chaudron a demandé la parole. Madame Chaudron, vous ouvrez votre micro toute seule. Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire, Madame Chaudron? J'ai compris, oui. C'est mon ordinateur qui est un peu lent à la réponse. Excusez-moi. Oui, je voulais vous demander, demander à Madame Effie si, en parlant justement du père d'Ulysse, c'est-à-dire Sisyphe, son père spirituel et biologique en même temps, donc ça ne nous donne pas la clé de toutes les aventures de l'Odyssée, à savoir que vraiment Ulysse roule son rocher, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il est sans arrêt dans le Nostos qui est empêché par Poséidon. Et donc, je voulais vous demander si vous trouvez que c'est une interprétation valable, donc, ou bien s'il faut carrément laisser tomber cette interprétation. Alors, à mon avis, moi, je trouve que c'est assez juste ce que vous dites, parce que les nous, c'est toujours la projection, c'est quelque chose qui l'accompagne. Et les nous aussi, parfois, ça n'exclut pas l'astuce qui l'accompagne. C'est-à-dire, on voit qu'à la guerre des Troie, l'invention du cheval, c'était lié à une astuce. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. C'est-à-dire, parce que j'écoute un peu mal, excusez-moi. Je vois surtout l'Odyssée comme une sorte de façon de rouler son rocher comme Sisyphe, en fait. Mais de toute manière, il voulait survivre. Ça, on a vu que c'était ça, sa conduite, c'était survivre. Il faudrait, Cyclope, il l'a fait pour sa survie. Circé, c'est basé sur sa survie. Vous avez raison, c'est la base. C'est la vie qui guide. Voilà. Très bien. Donc, voilà.
nous allons nous arrêter là. J'ai une petite communication à faire. Tout d'abord, je dois remercier Effie Papavassilopoulos qui a été formidable. Elle a répondu à toutes nos questions. Elle a été très patiente. Et puis, voilà, elle nous a permis d'avoir aujourd'hui une journée différente, une commémoration de cette journée de la femme, du moment qu'on ne peut pas le faire en présentiel, comme on dit aujourd'hui, de le faire d'une manière un peu plus érudite et un peu plus approfondie à travers donc le prisme de nos mythes fondateurs. Notre prochain rendez-vous sera pour le dimanche 28 mars à 18 h. Notez-le, vous recevrez tous, pour tous ceux que nous avons les mails, vous recevrez donc une invitation et puis des rappels. Nous célébrerons à cette occasion le bicentenaire du début de la guerre de l'indépendance grecque en nous associant à toutes les écoles grecques de France, les écoles qui sont administrées par le ministère de l'Éducation nationale grecque et le bureau de l'éducation qui se trouve sous la direction de Madame Fotini Kolara. Ce sera une première. On n'a jamais fêté tous ensemble. Donc, les années précédentes, nous commémorions la fête nationale du 25 mars 1821 dans la grande et magnifique salle de la mairie du 5e arrondissement de Paris. Maintenant, voilà une occasion de laisser s'exprimer nos jeunes élèves qui fréquentent les cours de langue grecque et leur donner l'occasion de fêter ce bicentenaire tous ensemble. Donc, rendez-vous le 28 mars prochain et je dois vous remercier tous pour votre participation. Merci beaucoup. Moi aussi, moi je vous remercie tout le monde et merci à la communauté. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.